La peur, c'est une émotion, pour moi, c'est un élément qui est tout le temps là. Que dans tous les cas, tu vas ressentir. Quand tu vas faire des choses au bord du vide, des choses comme ça, la peur, elle va être là. On triche, c'est-à-dire qu'on contourne la peur dans le sens où on apprend à l'apprivoiser. On va essayer de rester serein, d'être dans la maîtrise et le contrôle de son corps. Parfois, c'est un bon élément, tu vois, cette peur, elle peut se transformer un peu aussi en adrénaline, etc. Ok, là, je suis là, si je tombe, ok, bah, on peut mourir, mais je me suis entraîné 1000 fois au sol à faire ça. Il n'y a pas de raison qu'à 60 mètres ou 100 mètres, ça lâche. C'est beaucoup dans la tête en fait. C'est comment tu vas conditionner ton mental pour travailler avec le vide. Et ce truc-là, il est super intéressant parce que tout le monde me parle de la peur. Non, mais t'as pas peur. Et si ça glisse? Et si t'as les mains moites et que tu glisses, etc. Ça, c'est des éléments qui peuvent te ramener à la peur. Mais si tu contrôles, tu dis non, là, j'ai pas les mains moites, ça se passe bien, je suis serein. Allez, on y va, c'est parti. Je m'appelle Samy Belmadi, alias La Singerie. J'ai 25 ans, je suis originaire d'Annecy, en Haute-Savoie. Et je pratique l'art du déplacement, la discipline des Yamakasi, depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est une pratique qui est très attachante dans le sens où elle développe beaucoup de valeurs. Il y a des valeurs d'entraide, de partage. En fait, il y a des vraies valeurs de la vie parce que c'est cool de juste s'entraîner pour s'entraîner. Mais dès que tu arrives à acquérir des valeurs que après toi tu peux transmettre même plus tard à tes enfants ou aux gens que tu entraînes, bah c'est génial et c'est ça qui fait que tu restes dans une pratique. C'est ça pour moi qui t'accroche. Alors cette pratique, je l'ai découvert au début un peu par moi-même, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup grimper sans savoir vraiment trop ce que je faisais. Après, je tombais sur les vidéos des fondateurs, donc des fondateurs Yamakasi. Je tombais aussi sur des vidéos de David Bell. Et en fait, quand j'ai vu que c'était un vrai entraînement, qu'il y avait vraiment de l'engouement, qu'il y avait une certaine rigueur à avoir, je me suis dit, ah, c'est génial. En fait, je suis pas en train de faire n'importe quoi. Ça m'a donné une ligne de conduite. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, ça, faut pas le faire tout de suite. Faut d'abord passer par là, faut d'abord t'entraîner physiquement, te renforcer, prendre soin de ton corps. Tu vois, il y a vraiment des étapes à respecter pour arriver à un certain niveau. Tu peux pas directement sauter, faire des saltos tout de suite, etc. Faut d'abord avoir l'humilité de te dire, je commence tout petit et après, je grandis. Et une fois que tu as compris ça, tu traces quoi. La route, elle est tracée. C'est de là que naissent la plupart des passions, le fait d'avoir un amour pour une discipline qu'on va amener à son extrême. Et quand en plus on vient de lui ajouter du lien social avec des gens qui sont déjà inscrits dans cette discipline avec une expertise, une image, une notoriété, effectivement là la motivation elle s'envole, que ce soit la motivation intrinsèque, la motivation qui vient de l'intérieur, que la motivation extrinsèque qui vient de l'environnement extérieur. J'ai eu cette démarche d'être autodidacte et ça m'a apporté beaucoup parce que ça te force à travailler en fait. T'as pas tout sur un plateau en mode regarde on fait ça comme ça, etc. Essaye de voir comment ça marche, d'écouter ton corps. Ok, là ça passe pas, là peut-être que... Du coup j'ai mis du temps peut-être à acquérir certains mouvements, mais n'empêche que l'arrivée elle est d'autant plus belle. Et c'est bien maintenant d'être coaché, de s'entraîner avec des gens expérimentés parce que tu gagnes un temps fou, donc tu prends moins de risques. Du coup j'ai essayé d'être autodidacte dans toutes les autres disciplines que j'ai touchées. Donc capoeira, donc je suis allé un peu voir comment ça se passait dans des cours. Après, je regardais sur YouTube comment ils faisaient le mouvement, j'essayais. Le piano aussi, j'ai poncé les tutos YouTube parce que moi je suis très visuel, c'est-à-dire que je regarde juste où les doigts, les mains vont se placer et je reproduis. Donc à coup je regardais, je fais ok d'accord c'est comme ça. Bon tu t'en prends 2-3 dans la tête au début mais après ça va tout seul quand t'as compris un peu le truc. Et du coup j'aime bien, en fait j'aime bien chercher et trouver un peu les solutions. Ah ouf, quelqu'un comme Samy, ça m'étonne pas trop qu'il soit visuel puisque sa discipline, elle demande beaucoup de connaissances de son corps, beaucoup de connaissances de ce qu'on appelle la kinesthésie. Donc son corps, le mouvement de son corps dans l'environnement. Et au niveau du cerveau, c'est extrêmement visuel. Il faut toujours visualiser son corps dans l'environnement, il faut toujours réinitialiser également cette visualisation parce qu'au fur et à mesure de nos mouvements, on est dans un autre espace de l'environnement et du coup tout ça le cerveau il faut qu'il l'intègre et du coup le fait qu'il soit visuel ça m'étonne pas trop parce qu'effectivement au niveau kinesthésique c'est très très visuel et ce sont des choses qu'on a vu par exemple dans les théories piagétiennes comme l'apprentissage par tâtonnement ou l'apprentissage par essai-erreur comme il le dit si bien. Le nunchaku, on en prend 2-3 dans la tête et puis après ça va et au fur et à mesure on avance. Ça c'est de l'apprentissage par essai-erreur. On essaye, on fait des erreurs, on recalibre, on recommence, etc. En 2019, j'ai passé une grosse période difficile, assez compliquée. Cette période a fait que je m'entraînais plus, que j'arrivais plus à aller m'entraîner. Des fois, j'arrivais à penser à autre chose avec l'entraînement, etc. Mais quand la machine, elle s'arrête pas dans ta tête, tu peux pas en fait. Et c'est là que je me suis posé. Mais j'ai essayé de garder cette mentale-là, de se dire, ok, on franchit les obstacles dans les milieux urbains. C'est bien beau, mais il faut essayer de l'appliquer à la vie de tous les jours. Tu passes les obstacles de la ville. Faut aussi que tu arrives à passer les obstacles de la vie aussi, tu vois. Faut qu'il y ait une philosophie de vie derrière. Et pas uniquement dans l'art du déplacement, dans n'importe quelle discipline, le kung-fu, même le foot, le machin. Faut que tu arrives à appliquer ta mentale d'entraînement et que tu arrives à la sortir à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire, à l'entraînement, je suis déterminé à réussir, à m'en sortir. Pourquoi dans la vie, je serai en mode, vas-y, je suis pas pareil.
Alors c'est joliment dit, il faut passer les obstacles de la vie pour passer les obstacles de la vie. Alors ça c'est un point commun qu'on a chez tous les grands sportifs de haut niveau. Le fait de faire l'analogie entre la philosophie qu'on se donne au travail, donc à l'entraînement, etc. et la maintenir dans la vie quotidienne. Donc se donner de la rigueur, avoir un réveil quotidien qui soit régulier, avoir des repas qui soient réguliers également, à des heures régulières, etc. Ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Il m'est arrivé quelque chose que jamais j'aurais cru que ça aurait pu m'arriver, mais finalement en fait avec du recul et un peu de sagesse, tu te dis ouais en fait ça peut arriver à beaucoup de monde. Moi en fait j'avais beaucoup d'anxiété une période de ma vie et en fait j'ai laissé cette anxiété un peu s'installer et elle a pris toute la place, tu vois. Donc je commençais à faire beaucoup de crises d'angoisse, des choses comme ça. Du coup bah ouais tu sais pas ce qui t'arrive, tu te mets à trembler, tu te dis putain je fais quoi, je fais du smurf là, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et je me suis dit comment on peut s'en sortir à ce moment-là. Et en fait t'es dans une démarche, moi j'étais dans une démarche où même les entraînements il y avait rien qui faisait. J'étais trop anxieux pour m'en sortir. Il faut d'abord savoir que l'anxiété, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qui de base est adaptatif et qui est là pour nous protéger. Protéger notre intégrité physique face à la menace, protéger notre psyché face à une menace externe qui vient menacer l'interne. Enfin, toute cette anxiété-là, de base, c'est quelque chose qui est très adaptatif. Sauf que, pour quelqu'un d'anxieux, la notion de normal et d'adaptatif, ça leur passe complètement au-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'anxiété commence à s'installer, comme le dit si bien, et qu'elle prend toute la place, on comprend plus grand-chose à ce qui nous arrive. Et lorsque cette anxiété, elle est complètement installée, qu'elle devient pathologique, qu'elle devient un trouble, alors à ce moment-là, c'est une perception désagréable de la réalité avec une peur extrême qui est associée, une forte vigilance et une mise en alerte qui est continuelle. Et pour aller au-delà dans la compréhension de l'anxiété, il y a une grande différence entre peur et crainte. Et cette différence-là, elle est marquée par le fait que dans la crainte, il y a une anticipation. Et cette anticipation-là, c'est le cœur de l'anxiété. Par exemple, le fait de modifier son chemin pour aller au travail parce qu'on est phobique, par exemple, des chiens, et qu'on veut absolument éviter une rue parce qu'on sait qu'il y a un chien qui attend devant une maison, et bien ça, c'est une forme d'anticipation. Et bien cette anticipation, elle est au cœur, comme je l'ai dit, de l'anxiété, et elle peut être le déclencheur de cette anxiété-là. Et du coup, on va y associer à cette anxiété pas mal de symptômes qu'on appelle neurovégétatifs. Alors végétatifs parce qu'ils tiennent de notre système nerveux végétatif, qui est la partie du système nerveux qu'on ne peut pas contrôler, qui est complètement automatique. Et du coup, on va y associer des bouffées, des sueurs froides, une oppression thoracique, en fait pléthore de symptômes qui nous mènent à la désignation de l'anxiété. Et pour comprendre le fonctionnement de l'anxiété et voir à quel point il peut être difficile à vivre, il y a une notion qu'on appelle le cercle vicieux de l'anxiété. Donc on va avoir une anxiété anticipatoire, va suivre après une cognition de peur. Tout de suite après, on a les symptômes anxieux qui vont venir s'accoler à ça. Et enfin, on va arriver à l'échéance dans laquelle on va donner une mauvaise performance. Donc pour finir, on va être gêné et on va augmenter l'anxiété anticipatoire qu'on a vue au tout début de notre cercle vicieux. Et forcément, à ces moments-là, il faut te faire aider, il faut accepter l'aide des médecins, ce genre de choses et tout, etc. Et ça, tu le comprends bien après. Parce que moi, je me suis dit, c'est bon, je vais prendre une tisane à l'eucalyptus, ça va aller bien pour les trucs d'anxiété. Non, donnez-moi des vrais bails, là, des vrais trucs qui me calment. C'est marrant d'en rire maintenant, mais sur le moment, t'en rigoles pas évidemment, mais tu te dis que quand tu comprends après que dans le cerveau, il y a une fois que t'as plus une molécule, t'es obligé de prendre des choses, une béquille pour t'en sortir. Mais justement, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que le traitement thérapeutique, les médecins, les médicaments, tout ça, c'est une part de ta guérison. La vraie guérison, l'autre partie, c'est toi. Parce que tu peux aller voir tous les psys, tous les thérapeutes du monde, prendre tous les antidépresseurs, les anxios que tu veux. Si toi, t'as pas décidé de t'en sortir, tu vas rester à prendre ces trucs-là et tu t'en sortiras pas, tu vas rester. La clé, elle est en toi. C'est juste qu'il faut le décider. Et des fois, tu peux te conforter dans ce truc-là de ouais, je suis pas bien, à un moment donné, faut vivre quoi. C'est ce passage très, très difficile, il m'a appris beaucoup. Et justement, je suis content d'être passé par là parce que je me dis, derrière, en fait, tu deviens plus fort. C'est-à-dire qu'au début, je connaissais que ma force et là, je connais ma faiblesse. Donc en fait, une fois que tu connais ta force et ta faiblesse, c'est là que tu trouves ta stabilité en fait et que tu trouves ton équilibre. À partir du moment où tu n'acceptes pas les épreuves de la vie, t'es foutu. Tu es obligé de les accepter. Si tu n'acceptes pas, la vie, elle va te montrer encore plus dur. Donc accepte, ok, je dois passer par là, ok, c'est compliqué. Et dès que c'est fini, tu es le champion. Alors comme le dit Samy, à un moment donné où le corps va avoir besoin de quelque chose pour justement aller combattre cette anxiété. Et cette chose dont a besoin le corps, eh bien elle va être différente selon l'approche qu'on va avoir par rapport à l'anxiété.
Par contre, si on prend l'anxiété sous l'angle de la neurobiologie, à ce moment-là, elle est reliée à 3 neurotransmetteurs, la sérotonine, la noradrénaline et le gamma-aminobutyrique. En fait, le cerveau est composé de différents récepteurs dans différentes parties, par exemple limbique ou au niveau du cortex, et c'est des neurotransmetteurs qui vont faire la liaison entre les neurones. Et selon la nature du neurotransmetteur, la liaison, elle peut amener certains comportements, elle peut amener certaines humeurs. Parce que tous nos comportements, ils sont liés en majeure partie au liquide dans lequel baigne notre cerveau. Tous les hormones, les neurotransmetteurs, etc. Et par exemple, au niveau limbique, dans notre cerveau, on a une partie qu'on appelle l'amygdale, qui est entre guillemets, notre système d'alarme, qui a des récepteurs du GABA, donc du gamma-aminobutyrique. Et à chaque fois que ce neurotransmetteur est envoyé au niveau du récepteur, eh ben, l'amygdale met en alerte notre cerveau. Et c'est un des fonctionnements de l'anxiété. Et donc on comprend, comme le dit si bien Samy, qu'au niveau du cerveau, en fait le cerveau c'est ni plus ni moins qu'une machinerie chimique. Et au bout d'un moment, il y a un déséquilibre qui peut être créé entre certaines hormones, certains neurotransmetteurs, qui peuvent amener certains déséquilibres comme l'anxiété ou comme la dépression. Et c'est là que ça devient compliqué pour les médecins de faire accepter la médication aux patients parce que effectivement ce sont des produits qui peuvent être forts. Et le problème c'est que, comme on vient de le dire, le cerveau c'est une machinerie chimique. Et quand il y a un déséquilibre, quand le déséquilibre est trop profond, la seule manière de pouvoir redonner cet équilibre-là, c'est d'amener de l'extérieur cette hormone à l'intérieur, ou ce neurotransmetteur, ou ce manque-là. Donc c'est très bien que Samy le dise de cette manière-là, d'une manière un peu plus légère, parce qu'effectivement, c'est une des difficultés auxquelles sont confrontés les médecins face à un trouble anxieux, par exemple. Donc c'est vrai qu'au-delà de l'art du déplacement et du mouvement, j'ai d'autres approches artistiques qui m'animent. Mais c'est que moi, dès qu'il y a quelque chose qui va me plaire ou que je vais trouver ça cool, je vais m'y mettre à fond dedans. Et je peux passer des mois à m'entraîner pour atteindre l'objectif que je veux, essayer de faire le truc propre. Quand je m'investis dans quelque chose, je veux que ce soit clean et que ce soit de qualité. Et récemment, il y a tout l'aspect un peu musical. Donc je me suis amusé à sortir des clips. Un petit clip musical assez cool. Ou après c'est cool parce que j'ai des gens autour de moi, j'ai un entourage qui est très bienveillant, j'ai une équipe avec qui je travaille et ça donne une grande force pour réaliser ce genre de projet. J'aime bien mélanger un peu toutes ces choses-là. C'est ce qui est un peu la singerie finalement. La singerie ça va un peu dans tous les sens et donc voilà. Je donne toujours le même conseil pour les gens qui veulent commencer, c'est faites les choses pour vous. Déjà, essayez pas de vouloir tout de suite faire des trucs pour avoir la fame ou de la reconnaissance. La reconnaissance, elle viendra au fur et à mesure de ton entraînement, etc. Et même toi, tu vas avoir ta propre reconnaissance dans le sens « waouh, je suis arrivé là ». Mais le meilleur conseil, c'est de commencer étape par étape. En fait, c'est justement d'avoir cette humilité-là, de se dire « ok, je vais y aller safe, je vais y aller tranquille, je vais écouter les gens qui sont expérimentés ». Et à ce moment-là, t'as tout compris. Moi, les gens que je coach, j'essaie de leur amener cet état d'esprit-là pour pas qu'ils se blessent. Parce que si tu leur montres que les mouvements, ils vont partir ton cours, ils vont aller direct les essayer sur les toits, sur les machins, Dès que tu commences à leur parler d'entraide, d'humilité, de partage, ah c'est ça, ah je dois pas être plus fort que lui en fait, ah ok c'est bon, ok donc je vais me recentrer un peu sur moi, sur ma pratique. J'essaie de pas trop me comparer pour pas aller dans tous les sens. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir cet état d'esprit-là. C'est très difficile parce que même quand on est jeune et tout, l'ego, il est beaucoup ici. On a souvent envie un peu de dépasser l'autre, etc. On l'a tous eu, mais voilà. Et je pense que ça, c'est le meilleur chemin à prendre, en tout cas, c'est ici, quoi. Étape par étape, toujours.